Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et depuis le temps que je vous en parle, voici enfin le fameux bilan graphique qui commence à dater un petit peu maintenant, il est vrai. J'avoue ne pas avoir eu le temps de filmer plus tôt ce contenu et j'en suis vraiment désolée. Donc je vous mettrai peut-être un petit bonus à la fin pour me faire pardonner. Voici donc une pile énorme de tout ce qui est graphique, tant manga, comics que romans même graphiques. Je vous laisse découvrir tout ça. On commence avec un petit manga qui s'appelle The Cradle of the Sea. Et j'étais fortement intriguée parce que, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, j'aime beaucoup les histoires de pirates. Sauf que ici, rien du tout. C'est pas du tout un pirate, c'est plutôt la révolution industrielle avec ces fameux bateaux qui sont devenus des bateaux à vapeur. Et on va suivre une jeune fille qui travaillait en tant que gouvernante et qui a été accusée d'être trop proche de son patron et qui doit fuir le continent avec le fils de son patron. Et il va lui arriver énormément de péripéties, notamment le fait que une femme sur un bateau, c'est très très mal vu. Alors au niveau graphisme, on est pas mal, j'ai trouvé ça très sympa avec des belles mises en page. Au niveau histoire, je vous avouerai que pour le moment je suis un peu dubitative. Ça reste un tome 1, donc assez introductif. On verra ce que ça pourra donner au niveau du tome 2. On continue ensuite avec un autre petit manga, le tome 1 de L'île aux escaliers. Alors la couverture faisait très estivale. L'île aux escaliers, c'est très particulier. On va suivre un jeune homme qui en fait s'est réveillé sur une île, la fameuse île aux escaliers, et personne ne sait pourquoi les personnes qui sont sur cette île sont là. Elles viennent toutes d'un autre monde, entre guillemets, le monde réel, et elles sont atterries ici pour une raison mystérieuse. Et ce garçon, au final, se sent plutôt bien, il n'a pas envie spécialement de rentrer chez lui ni rien, jusqu'au moment où une jeune fille va faire son apparition sur cette île, et qu'elle, à l'inverse, elle a fortement envie de rentrer chez elle, et elle va l'embarquer contre son gré dans une expédition pour essayer de trouver des indices les faisant fuir l'île aux escaliers. Le speech était assez étrange et je suis restée un petit peu sur ma faim. Alors pareil, c'est un tome 1, donc à voir ce que ça peut donner avec les autres tomes. Mais honnêtement, au vu du tome 1, pour le moment, je vous avouerai que j'ai pas tout à fait envie d'aller vers le tome 2. En revanche, ce petit manga, The Tunnel to Summer, était super chouette. Tant au niveau du graphisme qui est vraiment très joli, que au niveau de l'histoire. Parce qu'on va suivre un lycéen qui a l'air de vivre sa vie de manière assez classique, sauf que quand on creuse un petit peu, on se rend compte que sa mère est partie, que son père est devenu complètement alcoolique, dépressif et violent, et qu'il délaisse complètement son fils depuis la mort de sa petite sœur. Et comme je vous disais, outre ces détails tragiques, il vit une vie à peu près banale, jusqu'au jour où il va se rendre compte qu'on parle d'une légende, d'un tunnel qui, quand vous rentrez à l'intérieur, va façonner le temps d'une autre manière et permettrait d'exaucer les vœux. Alors au début, il pense que c'est un petit peu une légende, une chimère, mais l'attrait va faire qu'il va tomber par hasard sur ce fameux tunnel, et d'autres péripéties vont venir se rajouter à ce manga, notamment avec le personnage féminin que l'on voyait en couverture. Mais je vous spoil pas plus parce que là je pourrais même déborder un petit peu sur le tome 2 que j'ai déjà lu et adoré. Si je ne me trompe pas, c'est une série en 4 tomes et il me tarde de découvrir la suite parce que c'était vraiment chouette. Ensuite, on continue sur les mangas avec Sirius. Regardez pareil cette magnifique couverture estivale qui sent bon les nuits d'été. Et ici on est sur un petit manga avec ces deux jeunes filles. La brune, parce que j'ai perdu les noms bien évidemment, la brune, c'est une ancienne championne de tennis qui jouait à un très haut niveau avec sa mère pour entraîneuse, jusqu'au jour où un problème cardiaque s'est déclenché et elle doit mettre sa carrière de côté parce que ça devient trop dangereux pour elle de continuer le tennis, surtout à un si haut niveau, sans mettre sa vie en danger. Et ça affecte énormément notre jeune héroïne qui va décider de partir en vacances, entre guillemets, s'aérer un peu la tête chez son oncle, parce qu'elle ne se sent vraiment pas bien, la pauvre, elle est complètement déprimée. Jusqu'au jour où elle va faire la rencontre de cette jeune fille blonde, qui au début, la rencontre va être assez particulière, parce que la blonde va essayer de la racketter. Mais au final, ça va être une amitié qui va naître, voire même plus, entre ces deux jeunes filles, qui ont toutes deux une passion, l'une pour le tennis, l'autre pour les étoiles,
et elles vont apprendre à se connaître toutes les deux et essayer d'aller plus loin que les préjugés, que leur vie, que les problèmes familiaux. Et c'était vraiment une très belle découverte, toute douce, en one shot, qui est une lecture parfaite, il est vrai, pour l'été. Ensuite, on change d'univers mais on reste dans du manga avec Devil's Relics. Et si je les brille, c'est parce que, je rigole en même temps, parce que j'ai vu le nom de la personne qui l'a écrit et il y a marqué Maître Gims. J'étais là, pardon. Le rappeur, il fait aussi des mangas. Et là, on est dans un shonen pur et dur avec tout, j'ai envie de dire, les codes et les clichés de ce genre. On est sur un design plutôt ancien, je dirais, au niveau presque des années 80. On a l'impression de se retrouver presque d'un un Ken le survivant ou un Yo-Yo Hakusho au niveau du graphisme, de la mise en page, des coupes de cheveux. Bref, quelque chose d'assez ancien, mais au niveau du scénario, plutôt quelque chose, j'ai envie de dire, de classique. Parce qu'on va être sur un garçon qui a une vie un petit peu catastrophique. Il a perdu ses parents, c'est sa tante qui l'a recueilli. Et pour gagner de l'argent pour aider sa tante, il doit se battre dans des combats clandestins, même s'il déteste se battre. Jusqu'au jour où justement il va attirer l'attention des mauvaises personnes. Et sous-jacent à ça, il y a une quête justement des reliques du diable. Et la personne qui arriverait à réunir toutes ces reliques deviendrait immortelle avec une puissance incommensurable et autres joyeusetés du même genre. On n'en parle qu'à peine dans les premières pages et on ne les revoit plus ces fameuses reliques. Et honnêtement, c'est un tome 1 qui est très introductif, très punchy par contre, ça bouge bien dans tous les sens. Et si je ne me trompe pas, il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Et comme ça fait un bon bout de temps, je ne suis pas sûre que l'on verra malheureusement la suite de ce manga si quelqu'un était intéressé pour le découvrir. On passe maintenant à un manhwa. Et alors, Solo Leveling, j'en entends parler de partout. En fait, on suit un petit peu des groupes, entre guillemets, de mercenaires qui rentrent dans des donjons pour détruire des boss, et ça leur fait gagner de l'argent dans la vraie vie. Et notre héros, lui, il est nul. Archi nul. Il est le plus bas niveau, et même dans les plus bas niveaux, il se fait défoncer dans les donjons. Donc personne, entre guillemets, ne voudrait travailler avec lui parce qu'ils savent qu'il est pas bon, mais par contre, ils veulent bien travailler avec lui parce qu'ils savent que quand il est dans leur équipe, le donjon sera facile à faire du fait qu'il soit nul. Sauf que là, le dernier donjon, c'était pas le cas. Il se retrouve face à un boss incommensurablement puissant qui est en train de décimer l'équipe. Et en sortant de là, il va se retrouver plongé, on va dire, dans un autre style de jeu où il va devoir s'entraîner pour pouvoir monter de niveau tout seul, d'où le titre, et devenir plus fort. Un premier tome introductif et en même temps déjà assez punchy et porté sur l'histoire que l'on va suivre. Moi j'ai trouvé ça très sympa et je serais curieuse de pouvoir découvrir la suite. On change encore de format avec ici, on va dire c'est plutôt un roman graphique avec Midnight Tales. Là, il serait parfait au niveau du pumpkin parce qu'on va parler ici un peu de coven et de sorcellerie avec un design assez particulier, vous allez voir. La couverture était magnifique et je m'attendais pas spécialement à un design entre guillemets aussi simpliste par rapport à la couverture qui fourmillait de détails. Donc il faut s'y habituer et après on va être sur des sorcières qui vont essayer de sauver un petit peu leur coven face à des forces un petit peu obscures. Et au milieu de cette BD, on a également des articles très intéressants au niveau justement de la sorcellerie, de la magie, de tout ce qui est un petit peu obscur, de certaines légendes qui viennent un petit peu étayer l'histoire de ce roman graphique et nous apporter également des précisions et des connaissances bienvenues. Je n'ai pas été spécialement plus fan que ça de ce roman graphique malheureusement, mais c'était une bonne découverte et comme je vous dis, peut-être qu'avec une ambiance un petit peu plus witchy, ça passerait un peu mieux que là où on était en été. Ensuite, on reste sur du roman graphique avec Ruby. Et cette magnifique couverture a là le même niveau à l'intérieur avec un graphisme vraiment somptueux. Je vais vous montrer quelques planches pour que vous puissiez apprécier la beauté tant du trait que de la colorisation, parce qu'il y a d'excellentes mises en scène, je trouve, avec une colorimétrie incroyable qui donne vraiment une ambiance, une atmosphère particulière. Et on va suivre donc cette jeune fille à travers des aventures un petit peu witchy là aussi, un soupçon de côté fantastique, un petit peu magique, un petit peu chasse aux sorcières et un petit peu quête de soi
quête d'émancipation, quête pour échapper également un petit peu à son destin et compagnie. C'est très très chouette. L'histoire peut paraître assez classique en soi, mais au niveau du design, c'est vraiment enchanteur, c'est très joli. Et à la fin, on a même, pareil, quelques petits storyboards, ainsi que quelques artbooks qui nous permettent d'apprécier jusqu'au bout le côté graphique qui, comme je vous dis, moi, m'a vraiment convaincu, peut-être même un peu plus que l'histoire. On rechange de format et maintenant on passe sur la BD avec le 5e tome de Les Sœurs Grémillet. J'aime beaucoup cette petite BD de Barbucci et Di Gregorio. Je trouve pareil les graphismes absolument incroyables, très doux, mignons, une colorisation maîtrisée, une mise en page qui vraiment met en valeur tant l'histoire que les personnages, que la BD en elle-même. Très très chouette. Alors certes ici on est plutôt côté Noël, donc c'est pas tout à fait la bonne période par rapport à l'été, certes, mais on se laisse quand même transporter par cette adorable petite histoire qui une fois de plus m'a comblé tant par l'humour que par le côté un petit peu vagabond de ses sœurs qui ne cessent de se chamailler mais de se réconcilier quand même derrière, avec une belle histoire, une belle morale et toujours des graphismes incroyables. On reste côté BD avec Jeddah, l'esprit de l'eau. Et il est dans la même lignée qu'un que je vous présenterai un peu plus tard en vidéo, point de vue qu'on est sur des pays qui ne sont pas trop représentés au niveau de la BD, et ici notamment avec l'Australie et ses mythes et légendes. Parce que Jeddah est une aborigène qui, avec son peuple, se retrouve en mauvaise posture car il y a une énorme sécheresse en Australie et son peuple est en train de mourir. Un de leurs guerriers a été envoyé pour aller chercher le sorcier qui va pouvoir normalement les aider, mais il n'est jamais revenu. Et Jeddah, elle ne supporte plus de voir son peuple mourir, de voir son peuple s'auto-déchirer parce qu'il est en manque d'eau. Il commence à devenir fou, donc elle se dit qu'elle va, elle, aller chercher le sorcier, sauf que c'est une femme. Et une femme, comme d'habitude, ça n'a pas son mot à dire. Mais qu'importe. Jeddah est intrépide, Jeddah est têtue, Jeddah a décidé qu'elle allait aider son peuple et elle va donc parcourir les terres arides de l'Australie et il va y avoir une espèce de conte un petit peu chamanique, historique, mythologique et également écologique derrière qui était pas mal, sauf que c'est un tome qui est archi introductif et au même titre que l'autre dont je vous parlerai plus tard, c'est un tome 1 qui date d'il y a quand même quelques années. Et je pense que malheureusement, nous ne verrons jamais la suite, donc on peut rester un petit peu sur notre faim. On continue encore avec une nouvelle BD, et ici on passe de l'Australie à l'Italie avec Le Parfum de Victoire. Nous allons à Venise. On va suivre une jeune fille qui est plutôt de bonne famille, mais qui s'ennuie un petit peu quand même dans sa condition, parce que là aussi, c'est une fille, elle n'a pas le droit de faire tout ce qu'elle veut, et donc elle s'ennuie, elle rêve d'aventure, et elle se lie d'amitié avec une de ses servantes qui malheureusement va tomber malade et ne va plus pouvoir la seconder dans ses tâches, donc elle va envoyer sa fille à sa place. Mais la jeune fille va lui dévoiler comme quoi sa mère était donc déjà gravement malade et que son état malheureusement empiré depuis que les Doges de Venise lui ont dérobé un tableau. Avec cette révélation, notre héroïne voit l'occasion rêvée de pouvoir sortir de son manoir et de vivre sa propre aventure pour essayer de récupérer ce fameux tableau. Intéressant, très mignon au niveau du design, mais pareil, là c'est un tome unique et donc il a fallu concentrer tout en une fois et c'était peut-être un peu trop condensé et court pour pouvoir l'apprécier pleinement, en tout cas de mon avis. Nous restons dans les BD avec celle-ci que je voulais lire depuis longtemps parce qu'elle est notamment de Aurélie Wellenstein, Chevaux de foudre. Alors j'ai toujours pas terminé Equinox certes, mais celui-ci c'est un one-shot qui me faisait vraiment envie parce qu'il va mélanger un petit peu histoire, féminisme et légende fantastique. Parce qu'on va suivre Thalie qui a été capturée et transformée en esclave et qui a été envoyée à Rome dans les arènes pour s'occuper des fulgures. Ce sont des chevaux de foudre qui sont imprévisibles, indomptables et qui ont la réputation justement d'électrocuter toute personne s'approchant d'eux voulant les dompter. Sauf que Thalie,
elle a un lien particulier avec ses chevaux, et notamment avec Ira, un étalon qui est exceptionnellement fougueux, mais qui arrive à comprendre Tali, et du fait justement de ce lien, ses détracteurs vont se dire qu'ils vont se servir d'elle pour pouvoir gagner toutes les courses avec ce cheval. Un design un peu particulier je trouve au niveau des visages, mais pour ce qui est justement des chevaux, c'est toujours incroyable, avec de magnifiques artworks également sur la fin. Il n'y a pas à dire, Aurélie Wellenstein et les chevaux, ça match super bien. Chevaux de foudre, c'était une belle découverte, et maintenant il ne me reste plus qu'à les terminer, la série Equinox. Mais comme je ne les ai pas sous la main, en attendant, on va passer à un comics avec Sœur Calvaire. Celui-ci, ça faisait un petit bout de temps dont j'en avais entendu parler et que je voulais le découvrir parce que ça avait l'air complètement loufoque. Et en effet, parce qu'on va suivre Sœur Justine, qui est une religieuse dans un monastère espagnol et qui mène une double vie. Elle est à la fois donc religieuse et également exorciste sous le nom de Sœur Calvaire, et qui va donc poursuivre les forces du mal à la tombée de la nuit. Mais ce n'est pas qu'une simple exorciste, car Justine se découvre un pouvoir qu'elle ne soupçonnait pas, qui serait capable de déclencher l'Armageddon sur Terre. Oui, rien que ça. Et donc évidemment que elle va être complètement perdue et déboussolée par ses pouvoirs qu'elle va essayer de chercher à maîtriser, mais qu'en face, les forces du mal vont, eux, essayer de chercher à s'en emparer. Donc comme je vous disais, on est sur un comics complètement loufoque, qui est quand même très punchy, très drôle, très adulte. Il y a quand même des scènes de bagarre assez explicites, mais c'était super fun. C'était pas non plus le comics du siècle, mais j'ai passé quand même un bon moment avec l'imagination de ces auteurs et dessinateurs qui étaient vraiment hors pair. Une belle découverte là aussi. Et voilà, avec Sœur Calvaire, nous venons de terminer ce fameux bilan graphique. Ça fait pas mal de livres, mais comme je vous disais, ça fait un petit bout de temps que vous attendez cette fameuse vidéo, donc je vais vous mettre un petit bonus à la fin, parce que j'avais filmé d'autres rushs pour d'autres BD qui ne faisaient pas partie initialement de ce bilan graphique, mais que je vais vous rajouter ici pour vous donner un petit peu plus de matière si jamais vous cherchez d'autres titres à découvrir et à dévorer cet été. Alors le premier bonus se nomme Taonga, dont je vous disais qu'il faisait partie de la même collection que Jeddah. Donc là on va plutôt être au niveau de la Nouvelle-Zélande et des Maoris. Et on va suivre une jeune fille qui est une native et qui s'ennuie un petit peu à l'école. Elle rêve d'aventure, elle rêve d'apprendre plus sur ses origines, sur les mythes et légendes de son peuple. Elle rêve donc d'aventure, et quand elle entend les pêcheurs parler d'une île qui serait mystérieusement apparue en une nuit, elle se dit que son aventure, elle est là. Elle va embarquer clandestinement sur le bateau, et quand les pêcheurs vont s'en approcher, elle va essayer de débarquer et de visiter cette fameuse île, qui va être peuplée finalement de créatures mystiques, fantastiques, mythologiques. Mais là aussi, c'est un tome 1 qui date d'il y a quelques années maintenant, et je pense que malheureusement, on ne verra jamais le tome 2. Et c'est fort dommage, parce que j'avais beaucoup plus accroché à Taonga qu'à Jeddah, et là, j'aurais adoré découvrir le tome 2 et en savoir plus sur cette île. Alors le cadre change un peu comme je vous disais, parce que ce sont des bonus que j'avais filmés à part, et ici, je voulais vous parler de le dernier livre. Dans une humanité qui a été envahie par la technologie, par l'IA, et par tout ce côté justement robotique et technologique qui permet de remplacer l'humain, il va y avoir une certaine police qui va se développer et qui va éradiquer petit à petit la culture que l'on connaît actuellement. Et notamment, les livres vont être interdits. Sauf qu'il y a une partie des gens qui vont essayer de se rebeller, de sauver les enfants justement de cette nouvelle propagande anti-livre. L'idée de base était vraiment très chouette. Et c'est parti en cacahuète totale en plein milieu, c'était fort dommage. On est parti sur totalement autre chose à la fin, sur plutôt la création du livre, et c'était pas tout à fait ce que je recherchais, donc et ça m'a moyennement plu. Et pour finir, La Route, l'adaptation en roman graphique de l'œuvre de Cormac McCarthy, que j'aime beaucoup, et que je voulais absolument découvrir en version BD, parce que j'aime beaucoup cette œuvre, et quel chef-d'œuvre, là, une fois de plus. Au niveau du design, on n'est que sur des tons de noir et de blanc,
Il n'y a quasiment pas de paroles, mais le design des cases fait qu'il n'y en a pas besoin. Tout est dans l'œuvre graphique, dans la puissance de la mise en page, dans la force qu'insuffle le mouvement des personnages, la tension qui règne au niveau de ces cases, c'est vraiment incroyable. Moi je me suis régalée, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre là aussi, et j'ai donc beaucoup aimé cette œuvre, et ça m'a donné envie de relire la version roman, et même pourquoi pas de revoir également le film, tant qu'à faire, comme ça j'aurai le combo gagnant de La Route sous tous ses formats. Et c'est donc avec La Route que l'on va clôturer ce fameux bilan graphique qui a mis tant de temps à sortir. Une fois de plus, j'en suis désolée. Le temps que cette vidéo soit montée et doublée, j'ai également lu d'autres graphiques, mais ceux-là seront intégrés plutôt à des vlogs. Peut-être que ça vous donnera l'envie de vous les procurer pour les découvrir à votre tour. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et on se retrouve plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!